Chaque année, en France, on forme des officiers de police judiciaire. Les méthodes d'apprentissage en gendarmerie et en police sont différentes, mais leur but est commun, former les enquêteurs de demain. Police, ça suffit! C'est la gendarmerie, monsieur! Est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Ces élèves officiers sont d'anciens étudiants. Ils ont été retenus sur concours après de longues et brillantes études. Avant d'intégrer l'élite des forces de l'ordre françaises, il leur faudra apprendre les bases du métier. Rechercher les indices, investiguer dans le cadre de la loi, interpeller et auditionner. À l'école des officiers de gendarmerie de Melun, Audrey, Charles et Martin sont en dernière année d'études. Alors qu'à l'école de police de Cannes-Écluse, Marie, Élodie et Émilien débutent leur formation. Pendant plus de 6 mois, nous avons suivi leur parcours tumultueux avant qu'ils ne deviennent de véritables enquêteurs. Putain, t'as des conneries, oh! Ah, t'as des conneries, putain! À Melun, les élèves gendarmes sont presque arrivés au terme de leur scolarité. Martin, Charles et Audrey viennent de terminer un exercice d'enquête sur un vaste réseau de proxénétisme. Putain, t'as des conneries, oh! Ah, Ils vont maintenant entamer leur ultime simulation, encore plus proche de la réalité. gendarmerie! De leur côté, les élèves policiers se sont déjà entraînés à auditionner et à confronter des gardés à vue. Bah à vous, oui, à vous. Madame, vous laissez s'exprimer. En cours de police technique et scientifique, ils se sont intéressés aux armes. Le programme va maintenant se corser. Au menu, menottage, chien policier et prise d'empreintes. Aujourd'hui, sur le terrain de rugby de l'École nationale supérieure de police de Cannes-Écluse, des policiers en stage s'exercent au maintien de l'ordre. À l'autre bout de l'école, nos élèves officiers, eux, ont rendez-vous sur un parking. On va essayer de déplacer les véhicules, de façon à ce que moi je puisse me mettre au centre et vous voir tous travailler. Non, la verte, on va juste avancer, et la blanche, on la mettra sur le côté. Oh les gars, merde, poussez là! Et là, pourquoi il pousse la voiture? Parce qu'elle démarre pas en fait, donc faut la pousser. Qu'à cela ne tienne, les élèves officiers ont besoin ce matin d'un petit échauffement avant l'exercice avec Laurent, leur moniteur en activité physique et professionnelle. Monsieur, on va sortir du véhicule, j'attrape la main et je passe la première menotte. Alors faut toujours faire attention lorsqu'on menotte quelqu'un dans un véhicule, de pas menotter le volant, c'est pas le but. Appréhender un suspect à l'arrêt dans une voiture semble un exercice à la portée de tous. Pourtant, en fonction de la situation, du nombre de passagers et de la dangerosité supposée des suspects, les techniques sont radicalement différentes. Les élèves officiers doivent apprendre à graduer leur intervention, de la plus douce à la plus musclée. Menotter, je préviens mon collègue. Première méthode pour faire sortir un individu d'un véhicule, on lui demande. Dans certains cas, on peut ramener des gens au poste sans pour autant les menotter. Pour les menotter, il faut qu'on soit dans quel cadre? 803 de quoi? 803 du code de procédure pénale. Donc il faut que la personne soit susceptible de prendre la fuite ou soit dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Voilà. Les mains sur la planche de bord. Déjà, il y a plusieurs choses qui me plaisent pas là. Enlève-lui la menotte. Déjà, quand tu vas pour faire ton menottage, c'est pas ici que tu dois tenir. Ça, c'est plus large que ça. D'accord? Donc si je menotte ici, regarde, je fais ça, tout de suite il y a du jeu. Alors s'il y a du jeu, la personne risque de se blesser, mais aussi certaines personnes pourraient éventuellement enlever les menottes. Tu vois, c'est une connerie. On a l'impression d'avoir bien fait les choses et puis finalement, voilà, c'est juste, tu as les os, tu les vois ici, et tu passes ta menotte bien parallèle. Ensuite, tu es venu ici, alors ça c'était bien, par contre tu as mis ta main ici, c'est pas là qu'elle doit être. La main elle doit être en appui sur la menotte ici, regarde, c'est plus efficace que si je fais ça. D'accord? Ça fait un plus grand levier. Vas-y, reprends. Voilà. Dès qu'il a sorti le pied et la tête, il faut que tu ailles le chercher. Voilà, c'est bien. Allez, repasse derrière maintenant. Arrête de lui appuyer sur la tête.
Stop. Ta main, elle est là, à la base. Sur la menotte, non. En tenant la menotte comme il faut. Comment on tient la menotte comme il faut? Ce doigt-là, cet index, doit être ici. Voilà. Allez, fini. Ça me plaît mieux déjà. Monsieur, les mains sur la planche de bord. Yes. Hop, votre main. Ah là, c'est beaucoup mieux. Hop, recule un peu, mettez la tête là. Palpation. Négatif. Ok. Ça va? Ça va. Ah, effectivement, tu changes pas de main. Hein. Tu te retrouves embêté. Non, dans le sens. Ces futurs officiers seront rarement sur le terrain. Leur principale mission sera de coordonner leurs équipes lors d'une enquête. Mais ils devront vérifier le travail de leurs subordonnés. Et le cas échéant, ils doivent être capables de maîtriser les gestes de base du policier. Reste comme ça. Voilà. Mets bien le coude dans le montant de la portière. Et là, tu vas appuyer sur ta menotte. Allez, sortez le véhicule. Et en même temps, je tire un petit peu ici, sur la menotte. De façon à pouvoir récupérer plus facilement. Et tu reviens là. Et tu Ah oui, d'accord, ouais, ça revient comme ça. Et voilà. Ouais, c'est naturel, bien joué. Attends, vas-y, je peux. Pas mal. Moi j'ai les mains là, je fais ça comme ça et Ouais, ça. et ça vient naturel, c'est pas mal ça. Ça nous arrive, après les cours, de nous entraîner entre nous et de refaire les manips et les exercices pour gagner en pratique. Gardez les mains sur le tableau de bord. Bougez pas. Allez, on sort. Au sol, au sol. L'exercice d'aujourd'hui est aussi un apprentissage du self-control. Une bonne interpellation ne fait aucun blessé. Les élèves, tour à tour, s'essayent aux différentes techniques. Ils ne se font pas de cadeaux tout en respectant l'intégrité physique de leurs camarades. Tu veux déposer plainte? Tu peux déposer plainte si tu veux. Le lendemain, avec Karine, la formatrice en police technique et scientifique, les jeunes officiers vont apprendre à signaliser une personne mise en cause, c'est-à-dire à la décrire et à relever toutes les particularités physiques qui pourraient la confondre, comme la taille, le poids et certains signes distinctifs, cicatrices, tatouages ou taches de naissance. La signalisation commence toujours par la description écrite de l'individu. Et dans certains cas, elle n'est pas évidente. Ça m'est pas arrivé avec des piercings, mais avec des tatouages, moi. J'ai mis 1 heure pour le faire, le mec. J'ai cru criser. J'ai dit, mon Dieu, il en avait aimé partout, sur les doigts, partout, partout. Donc on va faire des lots de piercings, tout simplement en expliquant qu'il y a effectivement une multitude de piercings sur l'ensemble du visage et du cou. Parce que le cou aussi, il y en a. Donc j'imagine, il doit y en avoir un petit peu partout, je pense. Alors, on peut mettre en style télégraphique, hein, du style, donc... si vous connaissez le nom des piercings, c'est bien. Sinon, moi, je les décrivais parce que j'y connais absolument rien du tout. Donc, une barre avec 2 boules, une boule de part et d'autre de la barre. Au niveau, donc 2 points, sourcils, lèvres, inférieures, supérieures, au niveau des joues. D'accord, voilà. On décrit tout simplement. Donc, je suis toujours dans ma petite salle de signalisation, au commissariat. On a fait la description de la personne. Maintenant, nous allons prendre des photos de la personne pour pouvoir intégrer dans nos fichiers. Alors ici, j'ai une superbe chaise, une chaise anthropométrique, celle de M. Bertillon. Alphonse Bertillon est un criminologue français de la fin du XIXe siècle. Il a inventé l'identité judiciaire, c'est-à-dire le fichage des prévenus grâce à la prise d'empreintes, à leur mensuration et à leurs photos anthropométriques. Des principes qui n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. On prend toujours 3 clichés du prévenu, de face, de profil droit avec une fiche signalétique et un 3/4 gauche. À tout cela aujourd'hui s'ajoute un nouvel outil depuis une vingtaine d'années, le prélèvement ADN suivant le type d'affaire. On va passer maintenant à une 3e phase qui est la prise d'empreintes papillaires et palmaires. Alors, un volontaire ou une volontaire? Allez, venez. Voilà. On prend des gants pour prendre des empreintes, pour éviter de mettre les votes sur les feuilles, ça peut arriver. Bon là, vous allez être sympa avec moi, vous laissez faire. On se détend, tout va bien. Voilà, là c'est mieux, voilà. Ensuite, vous saisissez la main de la personne, d'accord, pour bien la diriger. Le pouce, vous prenez et vous faites fermer les autres doigts pour pas que ça vous gêne.
Je vais ancrer le pouce, je pose le pouce, je fais le déroulé. D'accord, vous voyez? L'ancrage. Et pareil sur la feuille ensuite, je pose sur la feuille et je déroule. Et j'appuie pas. J'ai pas appuyé? Non. Voilà, et regardez, sans appuyer, le résultat, on a... Ça se voit bien, il n'y a pas besoin d'appuyer. Si vous appuyez, vous risquez d'abîmer les crêtes et ça se verra mal. D'accord? La prise d'empreinte est une besogne fastidieuse mais très utile. En France, toutes les empreintes recueillies en garde à vue ou sur des scènes de crime sont enregistrées dans le FAED. Les doigts en simultané. Les forces de l'ordre peuvent ainsi comparer les empreintes trouvées sur chaque scène de crime à celles qui sont enregistrées dans le fichier, dans l'espoir d'identifier un délinquant déjà connu des services. Il y a plus de 4 800 000 personnes répertoriées dans ce fichier et plus de 200 000 empreintes non identifiées relevées sur des scènes de crime. C'est bon, vous avez compris? Vous vous mettez par deux, vous remplissez la fiche de renseignement et donc vous prenez les empreintes des cas dactylaires et les empreintes palmaires. Quand vous allez vous laver les mains, je vous dis ça parce que je me fais fâcher sinon à chaque fois. Voilà, le savon, vous appuyez avec le coude, pas avec les mains, ça met du noix partout et puis moi je me fais fâcher par le ménage après, donc voilà. Hop là. Alors l'encre, oh là là, ça en met partout. Tu me perds tuer. On apprend le métier de policier, donc ça c'est super, mais on apprend aussi les sensations et ce qui peut se passer dans la tête des personnes qu'on interpelle ou qu'on place en garde à vue. Et je pense que c'est assez important pour bien faire son travail, de pouvoir arriver à être conscient. Après, ça ne modifiera pas notre action, mais c'est important de garder ça en tête, quoi. Les crêtes, ce sont ces lignes. Ça, ce sont les crêtes, ce qu'on appelle les crêtes. Et les points, ce sont toutes les interruptions de lignes, les petits, si je puis dire, les petits dessins que vous allez trouver sur les crêtes. En France, pour que 2 empreintes digitales soient déclarées identiques, la loi exige qu'il y ait au moins 12 points de concordance entre elles. Depuis 2002, les forces de l'ordre ont résolu plus de 110 000 affaires grâce au fichier FAED. Pour les élèves officiers, cet exercice salissant est une étape importante de leur formation. Bien maîtriser la technique de prise d'empreinte, c'est potentiellement résoudre de nombreuses affaires. Cet après-midi, les cours continuent au pavillon de simulation, le pavillon Boisdé. Les élèves vont s'exercer à la perquisition. Retour chez nos élèves de la gendarmerie nationale. Audrey, Martin et Charles vont attaquer une dernière et éprouvante semaine d'enquête avant de se retrouver dans leur brigade de gendarmerie. Nos élèves de l'EOGN débutent leur 2e semaine de simulation en police judiciaire. Et cette fois, les élèves vont sortir de l'enceinte de leur école pour réaliser leur enquête. Il s'agit de la dernière occasion pour ces futurs directeurs d'enquête de faire leurs armes avant de se rendre dans leur brigade et résoudre de véritables affaires criminelles. 2e camp PJ pour vous aujourd'hui et pour la semaine, qui porte donc sur un volet criminalité organisée en partenariat avec la SNCF. Donc je donne la main au capitaine Garcia, là, qui pilote ce stage et qui l'a monté. Merci Georges. Bien, bonjour à tous. Pour cette seconde simulation grandeur nature, l'EOGN a fait appel au CNFPJ, le Centre national de la formation de la police judiciaire. C'est cette prestigieuse institution qui forme l'élite de la police judiciaire en gendarmerie. Le CNFPJ permet d'acquérir une spécialisation dans des domaines aussi variés que l'antiterrorisme ou les stupes. Alors c'est un exercice, bien évidemment, sous la méthode pédagogique de la simulation pendant 3-4 jours. Alors moi j'ai un petit message, c'est de vous faire plaisir, il n'y a pas de piège. C'est qui de DE? Okay. C'est moi. DO? Ouais, je sais. Bon, ben on a un petit quart d'heure de battement. Le DE, réfléchissez, construire déjà votre PC enquête, vos équipes, etc. Et vous allez bientôt aller donc sur l'extérieur.
Christophe est désigné DE, directeur d'enquête pour cette simulation. Il connaît bien le terrain. Christophe travaille dans la gendarmerie mobile comme sous-officier depuis plusieurs années. Cette fois, il va devoir prendre de la hauteur pour diriger ses camarades. Voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir la gymnastique d'esprit et d'être percutant et de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est vraiment ça le rôle du DE, quoi. Nos enquêteurs vont être alertés par un appel de la SNCF. Des entrepôts de la compagnie ferroviaire viennent d'être cambriolés. Du câble a été volé. Christophe doit maintenant constituer ses équipes. Première équipe constate. Martin, chef de groupe, avec Isma, PA, Thibaut, Audrey. Tu feras donc les constats sur le vol de VL. C'est toi le chef du groupe. C'est bon, vous y allez tout de suite, en urgence, les deux équipes. Donc on va travailler concomitamment avec la SNCF donc sur une affaire de vol de cuivre. C'est ce qu'on nous a dit précédemment, mais là on va aller faire les constatations, on va le découvrir par nous-mêmes et on va lancer toutes les étapes d'une procédure d'enquête suite à cette découverte. C'est la première fois que nos enquêteurs prennent position sur une scène en dehors de leur école. Ils vont se retrouver en terrain inconnu. Si la SNCF met ses installations à disposition des futurs enquêteurs, c'est que le vol de câbles est un véritable fléau pour la compagnie. Avec ses 33 000 km de rails, le réseau ferroviaire est une mine d'or pour les voleurs de cuivre. Il faut dire que les cours du précieux métal atteignent des sommets jusqu'à 8 000 € la tonne. Un coût pour la SNCF estimé à 30 millions d'euros par an et 6 500 heures de retard pour les voyageurs. Nos enquêteurs arrivent aux abords de la gare de Melun, la principale gare de Seine-et-Marne. Dans le scénario de l'exercice, les malfrats ont dérobé des câbles sur les voies de la SNCF. Ils ont également volé un véhicule et tenté de forcer un entrepôt. Les élèves doivent prendre en compte 2 scènes de crime. Martin, est-ce que tu as écrit l'avocat? Tu t'es garé sur la scène de crime. On s'est tous garés. Voilà. À peine arrivés sur les lieux, nos élèves ont déjà commis une grossière erreur. Une gaffe qui pourrait faire sourire si lors d'une véritable enquête, elle n'avait pas de lourdes conséquences. Polluer la scène de crime en détruisant des traces et des indices potentiels. Une fois la voiture mieux garée, nos élèves se rendent sur les voies. C'est là que le vol le plus important a eu lieu pour un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là, on est arrivé sur les lieux de l'infraction. On a été reçu par un personnel de la Sûreté Générale de la SNCF qui nous donne les premiers éléments. Lui, qu'est-ce qu'il a vu, entendu, lu au moment de sa prise de service. Et ensuite, il nous amène sur les lieux de l'infraction qui est matérialisé par ce bout de rail, en fait, juste en face de moi. Et donc, sur ce bout de rail, on voit déjà les premiers éléments qui pourraient nous intéresser. Donc 2 câbles sectionnés et un matériel pour sectionner la câble, donc une sorte de pince en fait, un coup de pince. Les enseignants de la section police technique et scientifique jouent leur propre rôle et procèdent au marquage de la première scène de crime. Combinaison, gants en latex et masque, tout est fait pour coller à la réalité. Sous les yeux des directeurs d'enquête, ils commencent par marquer les indices à l'aide de cavaliers numérotés. Alors, au fur et à mesure qu'on trouve des indices, on les signale, de manière à revenir par la suite dessus pour les prendre en photographie et faire le prélèvement. La police scientifique va tenter de faire parler les objets afin de récolter le maximum d'indices. Donc on a plusieurs choses à traiter sur ce genre d'objet-là. On peut à la fois faire de l'empreinte digitale sur tout ce qui est partie lisse, de toute cette partie lisse-là. Et ensuite, au niveau de la partie de préhension de l'outil, on va faire ce qu'on appelle un essuyage. Donc on va utiliser un écouvillon et on va frotter ensuite l'objet de manière à essayer de récupérer de l'ADN ou au moins un profil génétique d'un auteur. Donc cet écouvillon-là, une fois qu'il sera séché, on va l'envoyer en analyse en espérant avoir un profil génétique. Sur la deuxième scène d'infraction, c'est Audrey qui est en charge de diriger les premières constatations. Pour ouvrir, Ouais. mais un piéton peut passer. Donc n'importe qui peut rentrer par là. N'importe qui. Audrey trouve facilement les traces d'effraction, comme ces morceaux de verre tachés de sang. Une fois analysés et passés au fichier,
Ce sang pourrait permettre d'identifier des individus déjà connus des services de police. Il est où, Chris? Ouais. On rentre du coup? Rentrez, faites les requises. On la dépose pas? Non. Traces de sang, empreintes digitales, relevés d'ADN, nos enquêteurs rentrent au PC avec des indices. Mais c'est le témoignage d'une jeune femme qui va permettre à l'enquête de franchir une nouvelle étape. Donc là, on a obtenu un renseignement d'une source qui nous a expliqué qu'elle pouvait nous donner les auteurs des vols de métaux. Et donc on fait, en même temps qu'on effectue des recherches sur les personnes qu'elle nous a indiquées, on essaye de rapprocher d'autres faits, comme le véhicule volé, aux personnes qu'elle nous a pointées du doigt. Il se trouve que cette dame-là a été en couple 10 ans avec un certain Yuri Madek, donc croate d'origine. Suite à une déception sentimentale, la jeune femme a décidé de dénoncer son ancien amant aux gendarmes. Son témoignage est précieux. Il permet aux enquêteurs d'ajouter de nouvelles pistes à leur enquête. Une adresse, un numéro de téléphone ainsi que 2 noms, Jean-Marie Galiki et Yuri Madek, qui sort juste de prison. Ils sont possiblement armés. L'enquête sur ces individus dangereux est confiée à Charles et à son équipe. Donc je veux qu'on fasse l'environnement de Madec. Vous faites l'exploitation des fichiers et vous faites la réquisition au fichier national des détenus pour voir qui était en prison en même temps que lui. La première journée touche à sa fin. Les enseignants du CNFPJ vont débriefer nos enquêteurs sur les erreurs qu'ils ont constatées. La plus importante, c'est la voiture qu'ils ont garée sur la scène de crime. Le VL d'intervention donc, qui est arrivé, vous êtes garé où? Et c'est Perger qui a dit, putain, on est dedans, on est dans les bris de verre, quoi, en fait. Vous êtes garé pratiquement donc, dans les bris de verre. Et puis, d'ailleurs, justement, donc, Perger, donc, nous, on a des oreilles, hein. J'ai des grandes oreilles, donc j'entends. Perger, il dit, ouais, oh, là, donc on discute, on est sur les traces. C'est pas bon. J'ai remarqué un VL de dotation stationné sur la voie publique. Est-ce que vous êtes renseigné si c'était sensible, pas sensible? Parce que le jour où vous allez vous retrouver avec un pare-pain donc, sur le pare-brise... La 206. La 206. Qui était isolée sur un parking, ça, faut éviter. Faut éviter, donc vous mettez donc, dans la réalité un GA donc, au véhicule. Enfin, ne laissez pas le véhicule seul sur la chaussée lorsque vous ne connaissez pas donc, la sensibilité de la zone en question. Ça, c'est du vécu. Hein. C'est du vécu. On s'est tous pris un pare-pain ou deux dans la bagnole en rentrant. Ou les pneus crevés. Ou les pneus crevés. Un débrief qui a mis le doigt sur les erreurs de la journée. Les élèves, futurs directeurs d'enquête, doivent maintenant en tirer les leçons. Tu essayes de te mettre dans la peau d'un directeur d'enquête, sachant que tu ne l'as jamais été. Hein. Et au final, tu pourras jamais remplacer l'expérience de le vivre. Et forcément, toutes les conneries, il y en a eu, qui ont été faites depuis ce matin, c'est formateur. Et à la limite, ça va mieux que si tu fais des choses bien tout de suite sur lesquelles tu ne pointes pas le doigt parce que tu penses qu'elles sont acquises. Et au final, je pense que ça va servir pour tout le monde. Et ouais, bien content de les avoir faites. Cette première journée, c'est moyennement passé. Le rythme de départ a été tout de suite très soutenu et on a fait des premières erreurs qui ont montré qu'on n'était pas encore dedans. On a mis un peu de temps à se mettre dans le rythme et une fois dans le rythme, on s'est rendu compte du retard qu'on avait engrangé justement pendant ce temps de latence. Et donc ça montre que la journée était moyennement bonne, quoi. Alors aujourd'hui c'était intense parce qu'on avait plein de choses à faire, plein de réquisitions et du coup c'est un peu parti dans tous les sens au début donc ça a mis le temps de se mettre en place mais on a quand même réussi à s'en sortir même s'il y avait quelques erreurs mais bon c'est des erreurs de débutants et puis c'est ce qui nous permet d'apprendre aussi donc de s'améliorer par la suite. Le programme pour demain, ça va être un peu plus axé sur le terrain. On va avoir notamment des filatures, des retours, des réquisitions qu'on a effectuées auprès des labos sur les traces de sang prélevées, sur le coupe-boulon. Donc je crois que l'enquête va forcément s'accélérer et il va y avoir probablement plus de charge de travail et un peu plus d'action, j'espère. Nos enquêteurs ont eu du mal à rentrer dans la simulation. Ils doivent se ressaisir. Pour la seconde journée, ils devront se montrer plus efficaces. À partir du moment où on a les adresses, on va faire les filages demain, en fait, ça va partir sur les filatures. Une deuxième journée qui s'annonce riche en actions. Les élèves devront traquer les moindres faits et gestes des suspects et procéder à une série de filatures à bord de voitures banalisées.
pour tous, il faut habiller là, l'Arthur. Faut pas que ça arrête de parler. Du côté des policiers, les élèves, contrairement aux gendarmes, en sont encore au début de leur apprentissage. Pour l'instant, ils apprennent les bases du métier. Une nouvelle après-midi de simulation s'annonce pour nos élèves policiers au pavillon Boisdé. Au programme, les perquisitions. La perquisition consiste à rechercher dans un domicile les preuves d'une infraction. L'OPJ. Claire a été désignée officier de police judiciaire par Nathalie. Elle doit perquisitionner au domicile d'une dealeuse, jouée par Élodie. Magnifique. Élodie, c'est magnifique. Vous êtes très défavorablement connue des services de police. Vous êtes en garde à vue depuis hier 20h30 suite à interpellation pour détention, offre, cession de produits stupéfiants. Assistée de Marie et de Gauthier, Claire va devoir chercher de la drogue au domicile de la dealeuse. Et pour cela, elle va travailler avec une nouvelle collègue, une enquêtrice au flair infaillible. Une fonctionnaire à 4 pattes spécialisée dans la recherche des drogues. La personne mise en cause doit voir le chien travailler? Normalement, oui. D'accord. Faut assister. Madame, vous venez avec moi? Cette perquisition est également un exercice important pour les équipes cynophiles qui sont elles aussi en phase d'apprentissage à l'école de police. Dans quelques mois, ils seront opérationnels sur le terrain. L'homme et le chien ne se quitteront plus de toute leur carrière. Il n'y a rien, vous l'avez bien dit. Madame, pour l'instant, vous dites rien. Le chien a l'air intéressé. Il est en train de me bouffer tout ma meuf, là. Madame, restez calme, laissez le chien travailler. Restez concentré sur la perquisition. Oh oui, moi je suis très concentrée. Bah, c'est très bien alors, merci. Allez, Iji, vous venez avec moi s'il vous plaît? Vous me faites une photo générale. Merci. Je mets des gants. Est-ce que ça vous appartient, madame? Bah ouais, mais... Donc ça vous appartient, d'accord? Donc heure de la découverte, il est 9h55. Mais c'est rien ça, hein, c'est à moi, c'est pas... Je vais faire un saisie-scellé, donc ce sera le saisie-scellé numéro 1. Marie, tu peux demander à la brigade cynophile s'ils peuvent nous attendre, étant donné qu'on rentre au service, pour qu'ils signent le PV de perquisition avec nous? Merci. S'ils ne nous sollicitent pas, les cynos, on n'intervient pas. Donc on a vraiment besoin de se vendre et de se connaître. Et comme on a un domaine assez technique, très précis, on a besoin de travailler souvent ensemble pour bien se connaître et pouvoir ensuite être plus à l'aise dans le cadre des missions opérationnelles. Donc les simulations sont là pour ça. Voilà, on retourne au service. Fin de simule. Il y a du débrief à faire, donc fin de simule. Tout le monde en salle. Alors, l'OPJ, votre ressenti? C'était dur, il y avait beaucoup de monde. Puis bon, après, tout ce qui est spécifique à la cynophile, on ne l'avait jamais abordé, donc je ne savais pas du tout comment eux travaillaient. Qui doit rentrer en premier, ce qu'ils attendent de l'OPJ, ce qu'ils n'attendent pas du tout de l'OPJ parce que ils n'ont pas besoin. Et donc du coup, je ne savais pas trop quoi faire de... Prenez le temps, avant d'être sur le terrain, d'échanger. Là, vous êtes tranquille, vous êtes en sécurité, vous êtes au commissariat. Dehors, c'est pas toujours aussi simple qu'ici. Ils sont là pour vous expliquer, ils sont à votre service. Ils sont vraiment là pour vous aider dans le cadre de votre enquête et de votre perquisition. Le chien, il s'appelle comment? J'ai entendu princesse. Alors, nos chiens, ça s'appelle bébé, princesse. Là, vous en allez en avoir des petits noms sur les chiens. Non, en fait, les chiens dans la police qui ont le même nom, il y en a beaucoup. Si, dans votre procédure, vous indiquez uniquement le nom du chien, si vous l'avez, vous demanderez aussi au conducteur de lui donner le matricule du chien. Pour éviter, dans le cadre d'une instruction, ensuite on vous dit, attendez, moi j'ai un chien qui s'appelle la même chose, mais qui n'est pas stup. Lui, il fait intervention. Et donc là, on va se retrouver dans une situation un peu particulière. Le chien, il a un matricule, c'est un fonctionnaire.
Une autre simulation commence, avec un enjeu classique pour des enquêteurs. Comment perquisitionner la maison d'un gardé à vue lorsqu'il vit en famille? Avec l'habitude, la mise en place de l'exercice se fait maintenant très rapidement. Là, ça y est, on prend nos marques. On a la petite passerelle là où on visualise toute la simulation et puis on commence un peu à connaître les lieux, quoi. Donc, de simulation en simulation, ça facilite un peu le travail aussi de connaître ce qui ne sera pas forcément le cas en service. Donc, ça commence. Ouais, c'est qui? C'est la police. Tout ça, c'est la police. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouvrez la porte s'il vous plaît. Pourquoi? Lieutenant Laflèche du commissariat de Montreux, ouvrez la porte s'il vous plaît. Ouais. Merci. Ouais, mais c'est pourquoi, Vous êtes... monsieur Déclinez votre identité monsieur, vous êtes qui? C'est Paul. Vous pouvez me donner votre pièce d'identité? Wesh. Merci. Enlevez les mains de vos poches s'il vous plaît. Vous êtes le frère de... Reculez. Restez à distance. Ouais, je suis chez moi là. Ça marche. On est ici pour une perquisition. Votre frère a été mis en cause dans une affaire. De quoi? Une perquisition, monsieur. Donc vous allez sortir et vous Ouais, allez rester ici. Vous restez calme. C'est quoi ok cette histoire là? Monsieur, vous restez calme, vous mettez là, ok? Vous parlez pas à votre frère. Vous sortez, monsieur, d'accord? Est-ce qu'il y a une autre personne dans la maison? Je sais pas, c'est ton taf. Vous êtes à l'intérieur, vous savez s'il y a quelqu'un ou pas? Moi j'ai vu personne. C'est vous là? Ah ouais, ok. Ah mais moi j'ai mes affaires à l'intérieur. Hein. Tu fais une palpation de monsieur, s'il te plaît. On va vérifier si vous avez rien de dangereux sur vous, juste par mesure de sécurité, d'accord? Première difficulté dans cet exercice de perquisition pour Benoît qui joue l'officier de police judiciaire et Émilien son assistant. Gérer un élément perturbateur extérieur à l'affaire, le frère du suspect, qui vit sous le même toit. Hammer, l'élève au sweatshirt rose, est soupçonné d'avoir participé à un vol à main armée dans une station-service. Ça marche. Ce qu'espère trouver l'officier de police judiciaire à son domicile, c'est le pistolet et l'argent du braquage. Je vais pénétrer à l'intérieur avec votre frère, on va faire une perquisition des lieux. Je crois pas. Hein. Pardon? Ouais, si tu fais une perquisition avec mon frère, moi je vais être là. Non, vous restez dehors. Ouais, bah ok, tu vas voir. C'est votre frère qui est le propriétaire, donc sa présence. c'est mon frère, ouais. Ouais, c'est votre frère. Ouais. Et vous me tutoyez pas, vous restez calme. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais. Bah si j'ai envie de te tutoyer, je te tutoie. C'est bon, laisse-le faire. Ouais, je sais quoi cette histoire encore là? Vous approchez. Faut prévenir quelqu'un ou quoi? T'es un baveux, t'as tout. Monsieur Émilien, vous restez avec monsieur, d'accord? Et il approche pas de l'entrée de la maison. Vous restez là. Hein. Je mets des gants également. Gants. Oui, j'ai entendu, mais il y a des observateurs à défaut. Hein. Même si je suis pas là, vous continuez. D'accord, ça marche. Donc monsieur... Oh, je vous parle. C'est comme ça que vous parlez aux gens, monsieur. Vous restez concentré, d'accord? Ouais. On va pas toute la journée. On va commencer par ce premier meuble. Par ici. Vous restez avec nous, d'accord? Je suis là, monsieur. Ouais, mais vous regardez par ici, c'est le but. D'accord? Montez. Oh, monsieur, vous restez avec nous. Allez, vous mettre Essayez de rester concentré, c'est important. Hein. Reculez un petit peu. Vous, monsieur, mais vous trouverez rien. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'on cherche. Cherchez, quand vous voulez. Pour tenter de déstabiliser le policier, le délinquant fait tout pour ne pas être témoin de la fouille de son appartement. Le braqueur connaît la loi et ses droits. Il sait qu'en cas de perquisition, il doit pouvoir observer à tout moment ce que fait l'officier chez lui. Pigiste, prenez une photographie. C'est à vous ça, monsieur? Absolument pas. Donc là, c'est chez vous, dans votre chambre, mais c'est pas vous. Je peux pas savoir tout ce qui se passe Je vous pose une question, est-ce que c'est à vous? Je viens de vous dire non. Vous m'avez fait un signe de tête, vous m'avez pas répondu. Je dis non, monsieur. Très bien. On place sous scellé le pistolet ainsi que son chargeur dans un scellé numéro 1. Aucune cartouche découverte. Et on place sous scellé numéro 2 la première barrette de cannabis découverte et sous scellé numéro 3 la deuxième barrette de cannabis découverte. Dans le cadre de son enquête, Benoît met sous scellé l'arme, l'argent et le cannabis. C'est une erreur de débutant. Rien d'autre? Allô? Nathalie ne va pas le rater lors de son appel au procureur. Du stup? Vous avez trouvé du stup? Vous êtes dans quel cadre, là? Il s'agit d'une découverte incidente. Et là, c'est le drame. Et là, fin de simulation, on va débriefer. Là, vous me la méritez, celle-là. Le cannabis n'avait rien à voir avec l'affaire de braquage. Il fallait donc procéder à ce qu'on appelle une saisie incidente. C'est-à-dire mettre la drogue dans des scellés à part et prévenir le magistrat de cette découverte fortuite. Et c'est lui qui décidera d'ouvrir ou non une nouvelle enquête.
Mais ce n'est pas la seule faute de Benoît que Nathalie a relevée. Vous mettez seul Émilien avec un individu dehors comme ça. Honnêtement, il veut se barrer, il se barre. Mais Pourquoi après, ne pas le garder dans ce cas-là à si jamais il veut se l'intérieur? barrer, moi, ça me pose pas de Oui, problème. mais sauf que vous lui dites, vous restez là. Donc en même temps, c'est contradictoire avec vos termes. Vous le laissez dans une pièce, par exemple, faites la visite, vous dites, voilà, monsieur, pour l'instant, vous allez rester là le temps qu'on vérifie cette pièce. Puis ensuite, vous pourrez vous asseoir, vous resterez avec un collègue. Si vous devez vaquer à vos occupations, ok. Sauf que là, vous le laissez dehors de chez lui, en pull, sans lui demander s'il a un manteau, en plein hiver. Je vais pénétrer à l'intérieur avec votre frère, on va faire une perquisition des lieux. Si tu fais une perquisition avec mon frère, moi je vais être là. Et vous ne me tutoyez pas, vous restez calme. Ouais, d'accord. Émilien, vous restez avec monsieur et il approche pas de l'entrée de la maison. Vous restez là. Son comportement de départ me pousse pas à être particulièrement agréable avec lui, quoi. Vous n'avez pas à être agréable, sauf que c'est pas lui le délinquant non plus, il a rien fait. Après, vous laissez Émilien tout seul avec. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait. Là, le problème, c'est que, bon, Émilien, finalement, il est mort. Parce que l'autre, il l'a planté. Voilà, vous verrez que dans des simus, c'est ce qui va vous arriver. Vous aurez perdu un effectif et un délinquant qui sera en fuite. Ce qui peut vous arriver sur le terrain aussi. Là, ils sont tous, franchement, en une très nette progression. Il y a encore du travail, c'est indéniable, mais ça, c'est le manque d'expérience qui est normal. C'est difficile de faire semblant d'être dans la vraie vie alors qu'on est quand même dans une école, qu'on est toujours dans les mêmes pavillons de simulation, ça reste difficile. Mais les raisonnements sont en train de rentrer petit à petit. Enfin, moi, je suis contente. Pour moi, il y a quand même une nette progression. Il y a du travail. En plus, je suis relativement exigeante, je le reconnais. Et c'est vrai que je leur en demande toujours plus. C'est-à-dire, à chaque fois que c'est bien, j'en veux encore. Donc, parce que je veux qu'ils soient à l'aise sur le terrain et qu'ils soient capables de voir ce qui va, ce qui ne va pas et de pouvoir gérer une équipe correctement sans être en porte-à-faux. Ils sont en train de devenir des policiers, de vrais policiers. À l'EOGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun, Martin, Audrey et Charles sont à quelques semaines de la fin de leur formation. Ils sont plongés au cœur d'une simulation. Du câble a été dérobé sur les rails et dans un entrepôt de la SNCF. Le préjudice pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est le témoignage d'une jeune femme qui va permettre aux enquêteurs d'identifier 2 suspects potentiels. Ce Yuri Madec, il a un demi-frère chez qui il loge en ce moment, qui s'appelle Galiki Jean-Marie. Cette deuxième journée démarre sur les chapeaux de roue. Christophe, le directeur d'enquête, décide de ne pas perdre de temps. Dans ce type de trafic, le matériel est souvent écoulé dans l'urgence. Il est donc primordial de mettre la main sur les suspects le plus rapidement possible. Il lance une filature. Les élèves vont devoir suivre l'un des suspects, Jean-Marie Galiki. Donc tout de suite, ce matin, on a l'adresse de Galiki. Les personnels que j'ai fait habiller en civil, vous allez partir à l'issue du briefing là-dessus. Pour la première fois depuis le début de leur scolarité, les élèves de l'EOGN vont opérer une filature à l'extérieur de l'école. Pour cette mission, ils seront armés. C'est Pierre, un autre élève, qui va se voir confier la direction de cette opération filature. Il officie en gendarmerie depuis plusieurs années comme sous-officier. Et côté filature, il en connaît un rayon. C'est bon, Clio noir, Clio bleu, Clio vert. Donc est-ce que j'ai toute l'équipe là? Donc sur le code, on essaye de faire des efforts, mais si vous êtes bloqué sur le code, ça doit pas être important, parler en français plutôt que de rien dire. Ça marche? Alors là, on va en fait sur le domicile connu de la personne mise en cause pour le suivre dans ses déplacements avec le maximum de discrétion. Voilà. Et essayer de trouver des contacts, de savoir quel véhicule il utilise et puis globalement le maximum d'informations qu'on pourra tirer de la mission d'observation et de surveillance, quoi. Les enquêteurs se rendent à proximité du domicile du suspect. Ils doivent maintenant attendre pour l'identifier. Ils n'ont pour l'instant en leur possession qu'une photo de Galiki. Et comme pour chaque planque, ils vont devoir patienter longtemps. Soudain, ils repèrent leur cible, accompagnés d'un autre homme. Ils entrent dans une voiture blanche. Les élèves se lancent à leur poursuite. Donc attention au 30, attention, donc c'est une 207 grise ou blanche, donc 438 Zulu Tango.
Putain, non, ils prennent l'Arthur juste derrière. Je décolle là, je suis à target là. Partie direction forêt, en prenant à gauche au niveau d'IS. Ouais, ok, c'est bon, j'ai la banane, tu gardes l'Arthur. Bah, quand je donne un code, ça correspond à une action précise, donc plutôt que de... En fait, ça synthétise. Voilà, c'est une action, c'est un sujet, un verbe, un complément. Un code, c'est beaucoup plus rapide, et ça veut dire la même chose. Target, c'est garé juste derrière le camion Sprinter jaune. Ouais, ok, c'est bien pris. Donc moi, j'ai pris le bouchon arrière. Tu me dépêches un piéton, hein. Tu mets un piéton pour assurer la liaison, là. On passe sur la conférence. Les suspects viennent de garer leur voiture et se dirigent à pied dans le centre-ville de Fontainebleau. Pierre y voit une opportunité, celle de poser une balise GPS sur leur véhicule. Il pourra ensuite les suivre à distance à l'aide de son smartphone. Mais pour réaliser cette opération délicate, il doit s'assurer que les suspects restent éloignés. S'il se fait surprendre lors de la pose de la balise, c'est toute l'enquête qui pourrait être compromise. Mélodie et Rému sont chargés de la surveillance des deux hommes. Ils ne vont pas les quitter des yeux. Les suspects décident de faire une pause et s'installer à la terrasse d'un café. Pierre saute sur l'occasion et demande à son équipe de poser la balise sur la voiture. Pour des raisons de sécurité, les enquêteurs ne nous ont pas autorisés à vous montrer leur mode opératoire. Les deux hommes sont de retour. Pierre a eu le temps de poser sa balise, la filature peut reprendre. Ok, j'ai un Arthur qui est là. Ouais, j'ai vu. Ouais, donc pour tous, il faut habiller là, l'Arthur, il faut habiller, faut pas que ça arrête de parler. Si Pierre est sous pression, c'est qu'il sait bien que les plastrons sont des vieux de la vieille. Des officiers aguerris aux techniques de filature qui connaissent tous les pièges. Ils sont tous deux enseignants au CNFPJ, le Centre national de formation de la police judiciaire. Aujourd'hui, ils jouent le rôle des criminels. Alors nous, on est deux demi-frères. On est deux demi-frères, donc le voleur principal, c'est Eric, Yuri. Et moi, je suis son demi-frère qui l'héberge et qui a participé aussi au vol comme complice. Oui. Les deux plastrons vont jouer avec les nerfs de nos enquêteurs. Ils commencent par une halte à un distributeur de billets. Pierre dégaine son appareil photo et prend des clichés de sa cible. Une simple photo pourrait lui apporter de précieuses informations. C'est raté. Vas-y, tire. Ouais, j'ai ça. Ouais, bah c'est nickel. C'est pas super propre, mais... Ils sont encore bien positionnés en face. Donc ceux qui m'ont vu, ils m'ont vu faire l'opération, donc normalement. Ils m'avaient en direct en visu sur l'opération, la manip au niveau du distributeur automatique de billets. Donc voilà, il suffit qu'ils bloquent le créneau horaire d'après leur montre, ils prennent 5 minutes avant, 5 minutes après, et puis c'est bon, quoi. Ils devraient retrouver au moins l'opération bancaire que j'ai demandé. Bois-le-Roi, je prends, hein. Fais VTT à 0 tapis, Bois-le-Roi. On fera un 0 dès que possible. La balise fonctionne bien. Le signal GPS indique précisément la position de la voiture des suspects. Nos enquêteurs décident de laisser un peu d'air entre leur cible et leur véhicule. Il faut toujours un maximum de sécurité. Donc là, comme je suis juste derrière, il peut me voir dans le rétro, machin. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que je ralentis un petit peu, j'attends de voir où c'est qu'il prend l'intersection. Là, il peut prendre que tout droit, il peut plus me baiser. Donc moi, je mets face à droite. Ouais, code 0, je laisse Arthur. Voilà. Et là, par contre, là, c'est toujours un peu marrant. C'est cette voiture noire située à une centaine de mètres de Pierre qui va poursuivre la filature. On peut pas trop perdre de temps, quoi. Nous retrouvons les plastrons au bord de la Seine. Ils vont maintenant tendre un piège aux enquêteurs qui sont à leur trousse. Il faut savoir que c'est un cul-de-sac. Pas facile à surveiller, mais ça veut dire que si on rentre, on est obligé de ressortir du même endroit. Voilà. Donc déjà, pour eux, ça peut être une solution. L'endroit est situé sur une île. Une seule route permet d'y accéder. Nos hommes attendent patiemment la venue des gendarmes. C'est peine perdue. Nos élèves enquêteurs, aidés de leur GPS, ne se sont pas aventurés dans l'impasse. Allez, on va leur faire un petit coucou, on va voir la tête qu'ils ont. Voilà. Pour l'instant, eux, ils remplissent bien leur rôle, c'est-à-dire qu'eux, ils nous voient et nous, on les voit pas.
Mais je pense qu'ils sont derrière, donc ils étaient bien planqués, ils avaient une bonne vision. Ouais, ils ont bien réagi là. Pierre n'a rien laissé au hasard. Il a positionné son véhicule en hauteur dans l'axe de l'impasse. Les plastrons ne l'ont pas repéré. Une cache stratégique qui lui permet même de réaliser quelques photos de nos suspects. C'est bon? Ouais, go. Attends, bouge pas. Ouais, c'est bon, c'est parti là. Ils n'ont pas levé le dispositif. Un ultime exercice attend nos enquêteurs. Leur formateur se dirige vers les jardins du château de Fontainebleau. Qui les scrutent, mais ils sont pas trop mal positionnés. Nous on est bien positionnés aussi, parce que là on les cueille à l'entrée, donc notre objectif arrive. Une complice va les rejoindre afin de leur remettre un paquet de drogue. Nos élèves ne sont au courant de rien. Ils doivent surprendre cette transaction. On cherche un endroit propice pour faire une petite transaction d'objets, sans qu'on soit vu, mais qu'eux, ils arrivent à nous apercevoir. Mélodie et Pierre se positionnent à quelques dizaines de mètres de leur cible. Ils feignent d'être un couple de touristes qui se prennent en photo. Pierre en profite pour réaliser quelques clichés. Il a 4 pour faire une photo et en fait, il la prend pas en photo, c'est nous qui prenons en photo. C'est pas trop mal, ouais, c'est original. C'est pas elle que je prends en photo. Un détail leur échappe pourtant. La complice des deux suspects leur tourne le dos et dissimule de façon habile la transaction. Elle vient de faire passer un sac de drogue. Fin de l'exercice. Les élèves enquêteurs de l'EOGN peuvent rentrer au PC Enquête pour débriefer. La filature s'est globalement bien déroulée. Ils sont passés à côté d'une seule information. Les suspects détiennent maintenant une grosse quantité de drogue. Ce que je retiens, moi, c'est que je me suis surtout éclaté. Et c'est surtout ça le principal. Après, pour ce qui est des petits aléas, on verra ça. Il y a certainement des choses à peaufiner. Mais en tout cas, l'esprit, c'est qu'on on a pris du plaisir à travailler. Et moi, je crois que c'est surtout ça l'essentiel. Du côté du PC Enquête, les indices relevés la veille sur la scène de crime ont permis de confirmer la présence de l'un des suspects sur les lieux. Non, on est à jour, on avance bien, on se rapproche des gars, on a des preuves qui prouvent qu'ils étaient sur les lieux des infractions et des vols, donc tout concorde bien avec ce qu'on voulait arriver. Un autre des suspects a été placé sur écoute. Charles intercepte une conversation qui attire son attention. Il s'agit d'un échange entre Yuri et Miroslav. Dans cet appel, Yuri demande à Miroslav comment écouler la marchandise. Il ne le dit pas comme ça, évidemment. Rendez-vous est donné entre les deux ce soir avec un certain Manouche. Ils vont probablement écouler la marchandise vers l'Allemagne et ils hésitent encore vers un mode go fast ou go slow. Et l'enquête prend une direction bien plus intéressante alors que Martin met la main sur une information capitale. Le Manouche serait le nom d'un bateau. Nous, on a des bases de données au niveau gendarmerie qui nous permettent à partir d'un nom d'identifier un bateau, une cargaison, un propriétaire, voire un capitaine. Ce qui fait qu'on a réussi à avoir le point de chute de ce bateau, le point où il mouille. Donc demain, on va aller sur le site, donc au niveau du port, là où se trouve le bateau. Il va y avoir donc interpellation, perquisition du bateau et ensuite transport des individus au niveau des deux locaux d'audition. Voilà les étapes qui nous attendent demain. Des suspects possiblement armés compromis dans un vol de câble SNCF. Demain matin, nos élèves gendarmes vont réaliser leur dernière perquisition comme élèves de l'EOGN. Ensuite, ils feront leurs adieux à l'école avant de se rendre dans leur véritable brigade. Les élèves policiers, eux, en ont presque fini avec la police judiciaire. Il leur reste à s'exercer à ce qu'il y a de plus marquant peut-être dans la carrière d'un enquêteur, la découverte d'un cadavre.